Ouais, j'avais un peu par à cœur, mais que ça soit un homme finalement qui fasse l'ouverture. Alexandre, pourquoi? Parce que c'est le directeur de la pédagogie de l'Institut Léonard de Vinci. Ça a été notre guide pendant cette année. Et puis c'est surtout quelqu'un qui a un background dans le digital depuis des années. 98, je crois, Numériland. 94. Donc j'aimerais bien que tu me parles un peu de la période qu'on est en train de vivre. Grand changement, changement de paradigme complet. Je te laisse nous en parler un petit peu. Merci, bonsoir à tous. Alors il y a une chose qui est assez étonnante. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années seulement que j'enseigne, que je mets en place des cours pour former les e-talents de demain. Ce qui est clair, ce qui était amusant, c'est que les premières fois où j'étais dans une salle, j'avais à peu près 10% de filles. Cette année, il y a 75% de filles. Ça a changé quand même, c'est pas mal, hein. Donc j'espère que dans 2 ans, il y aura 10%, ça s'appelle le MBA MCI, donc c'est une formation qui forme au marketing digital. Donc le marketing digital, c'était quelque chose il y a quelques années qui n'était pas tellement perçu au féminin, en tout cas ça c'est sûr et certain. Quand on avait une femme, on disait waouh, c'est génial, il y a une fille dans la salle, c'était formidable. Et aujourd'hui c'est en train de s'inverser, donc ça c'est très intéressant aussi ce qu'on voit. Alors si tu veux qu'on parle des tendances de ce qui se passe, je ne suis pas prophète, ça fait juste un peu, comme tu le dis, depuis 1994 que je travaille dans les boîtes. Je finance un certain nombre de startups et je monte pas mal de projets. Donc je vois énormément de dossiers de startups, j'en accompagne pas mal. Ce qui est clair en ce moment, c'est qu'on voit il y a des tendances qui sont les mêmes, vous les avez tous perçues. Il y a les tendances autour de l'IA qui sont vraiment importantes, mais on ne se rend pas compte peut-être des enjeux que ça va avoir. D'ailleurs, un truc assez marrant, c'est que les IA, pour l'instant, elles sont plutôt féminines. Vous avez remarqué, elles portent des prénoms de femmes et puis elles ont une jolie voix, en général bien suave, pour nous donner envie de les écouter. Alors je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi j'aime bien en tout cas les entendre. Mais c'est assez étonnant d'ailleurs. Alors j'ai mis, il y a un truc pour mettre voix homme. J'ai mis voix homme. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est un vrai débat, ça, hein. C'est un vrai débat, hein. Ouais. Et j'ai mis voix homme et j'ai arrêté, hein, parce que j'aimais pas du tout la voix homme qui me parlait. Je sais pas, c'était pas agréable en fait. Donc c'est une petite tendance qui peut exister. Ce qui va changer en ce moment, justement, peut-être, c'est tout ce qui est IA et tout ce qui est voix. Je crois qu'on se rend pas compte et on mesure peut-être pas, pour sauf ceux qui ont déjà chez eux une IA, on se rend pas compte à quel point ça va tout révolutionner. Je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir dire à son réfrigérateur qu'est-ce qui manque dans mon réfrigérateur et d'entendre la voix qui nous dit bah, il te manque 2 yaourts, est-ce que tu veux les commander tout de suite? Ce qui est en train de changer, c'est qu'on va être encore plus assisté. Alors ça, c'est assez étonnant. Alors ça a évidemment une incidence aussi sur les métiers, parce que tous les métiers qu'on est en train de faire vont être assistés. Donc ceux qui veulent faire par eux-mêmes l'intégralité des choses, ça va être compliqué. On a besoin maintenant d'assistants et malheureusement on s'habitue vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre téléphone, on peut difficilement dire je le pose sur un... J'ai essayé de faire un cours où il n'y avait pas de téléphone pendant plusieurs heures. Je me suis fait engueuler, mais comme du poisson pourri par les étudiants. Je me souviens. Ils ont détesté. Ils ont détesté. Et pourtant, j'ai essayé de leur faire plein de choses. Donc quand on est habitué à ces devices et à cette technologie, c'est assez compliqué de s'arrêter de l'utiliser. Et donc la prochaine technologie où on va être vraiment addict, mais vraiment, c'est la voix. Et on ne s'en rend pas compte à quel point ça va absolument tout changer. Alors, bien sûr, vous avez déjà perçu, mais si vous mettez une petite intelligence artificielle chez vous qui vous pose des questions, qui vous répond, qui allume les lumières, qui fait des choses assez basiques, moi maintenant ça ouvre les volets, ça allume les lumières, ça met la lumière dans le jardin, etc. On ne peut plus s'en passer, quoi. C'est assez étonnant. Donc première tendance, c'est des accoutumances à des technologies qui vont pas mal révolutionner les choses. Deuxième tendance, plutôt dans les métiers. Avant, on cherchait plutôt à former des talents qui étaient, j'ai envie de dire, des professionnels d'une technique, d'une technologie. Alors on voulait un super master de SEO, on voulait des webmasters au départ, ça n'existe plus maintenant, c'est des community managers, après c'est des social media managers, donc on a trouvé des jolis mots pour dire la même chose. Ce qui est assez étonnant, c'est que effectivement avant, on voulait surtout quelqu'un qui sache faire du SEO, qui sache acheter de l'AdWords, qui sache faire une campagne publicitaire, la mettre en place. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on veut des profils beaucoup mieux câblés, avec des soft skills plus importantes, qui sont capables de parler de tout, qui ont du 360 dans leur connexion, dans leurs compétences, dans leurs connaissances. Et donc, en fait, il faut savoir plus de choses aujourd'hui. Plus de choses, peut-être moins approfondies, mais être capable de piloter des agences, être capable de piloter tous les gens qu'on a autour de nous, être capable de piloter ses équipes. Et donc, ça nécessite plus de compétences, peut-être un peu moins détaillées, mais en tout cas plus généralistes. Donc moi, ce que je constate, c'est que la plupart des entreprises, aujourd'hui, embauchent plutôt des visions 360 que des ultra spécialistes d'un domaine. C'est un métier, sinon, beaucoup plus technique. Donc ça, pour moi, c'est une vraie tendance aussi qui est en train de nous arriver assez clairement. Et puis, on s'intéresse à vos compétences techniques, mais encore une fois, on s'intéresse, est-ce que vous êtes bienveillant?
Est-ce que vous êtes capable de diriger une équipe dans de bonnes conditions? Est-ce que vous êtes capable de faire des bons breaks? Est-ce que vous êtes capable d'apporter les bons croissants le matin et la bonne bouteille de champagne? Ça a presque autant d'importance que les compétences. C'est assez étonnant de voir à quel point, s'il n'y a pas ça, on ne discute même plus, on ne va pas travailler, on n'écoute plus. J'exagère, je caricature un peu, mais pas tant que ça. On a fait un voyage aux États-Unis et on s'est rendu compte que, par exemple, chez Pinterest, c'est encore pire. Alors là, il y a un hall d'accueil entier qui est 100% dédié au bien-être. C'est pas que des baby-foot, hein, c'est manger, boire, dormir, se divertir, tout existe. Donc aujourd'hui, l'accompagnement, il y a des compétences, il y a une vision 360 et il y a aussi le fait de se faire plaisir en permanence pour travailler mieux, pour travailler. Je ne sais pas si c'est bien les happiness officers et tout ce qui permet d'être plus à l'aise dans son métier ou dans son travail, mais ça aussi c'est une très grosse tendance. Et là aussi dans les tendances, ce sont plutôt des femmes qui occupent ces postes à responsabilité. Voilà quelques grandes tendances très rapidement, je ne veux pas prendre toute bien sûr. la Merci, parole. Merci beaucoup Alexandre. Quand j'ai abordé aussi ce sujet de thèse, il y a un élément essentiel forcément, c'est toutes les questions de genre, de sociologie du genre. J'en ai beaucoup discuté avec Céline, qui, non contente d'avoir un parcours en marketing digital chez TF1 notamment, a décidé de reprendre ses études en sociologie du genre pendant une année, je crois. Et j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de cette démarche. Bonjour à toutes et tous déjà. La démarche en fait était assez naturelle puisque avant la période de TF1, etc., j'ai fait une école de commerce que j'ai choisie justement parce qu'elle donnait des cours sur le genre. Donc j'en avais déjà pris avant en fait des cours sur les études de genre, mais qui étaient assez axés sur tout ce qui est relation au management et relation au pouvoir aussi qu'il pouvait y avoir en entreprise. Ma volonté en quittant TF1, c'était effectivement de monter une entreprise dans l'égalité femmes-hommes et j'ai souhaité effectivement reprendre des études en sociologie du genre pour apporter une dimension qui était un peu plus, on va dire, politique, un peu plus institutionnelle et surtout refaire un peu ma culture et mon histoire par rapport à l'évolution du genre et la place qu'elle a dans nos sociétés, qu'elle a pu avoir dans notre histoire. J'ai notamment redécouvert toute l'histoire des femmes, où on se rend compte qu'on nous a globalement un petit peu menti sur tout notre parcours scolaire quand on nous apprend en fait les différents événements qui se sont passés, parce que les femmes et leur histoire en sont totalement invisibilisées. Donc la démarche partait de là pour pouvoir ensuite lancer Genderbusters, qui est le cabinet de communication que j'ai créé il y a un petit peu moins d'un an maintenant. D'ailleurs, on va en reparler parce que c'est très très intéressant ce que fait Céline. Très rapidement, puisque c'est ton domaine aussi, est-ce que tu peux me dire concrètement ce que c'est que le genre social, bien sûr? Le genre est social de toute façon. Le genre, effectivement, c'est ce qui nous définit en tant que femme ou homme, en tant que féminin ou masculin, au-delà du biologique et du sexe biologique. C'est-à-dire qu'on est défini effectivement femme, homme ou intersexe, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Donc on est défini par notre sexe biologique, effectivement par notre anatomie, etc. Mais il y a aussi toute une couche qui est sociale, qui est culturelle, qui est éducationnelle, qui est environnementale, qui nous définit en tant que masculin et féminin. Donc en fait, le genre, c'est ça. Le genre, ça sert à analyser tous ces constructions sociales en fait, qui nous déterminent en tant que femmes ou hommes, et comment est-ce qu'elles prédéterminent surtout des comportements qu'on doit avoir. Typiquement, ça crée ce qu'on appelle des stéréotypes de genre, et donc un très bon stéréotype de genre, typiquement, c'est la voix qu'on utilise pour les intelligences artificielles, c'est une voix de femme, parce que c'est plus agréable, et surtout les intelligences artificielles sont des assistantes, et c'est des fonctions qui sont occupées par les femmes. Les stéréotypes de genre, ça touche aussi effectivement tous ces métiers qui se sont féminisés, donc dans les métiers RH notamment qui sont aujourd'hui très féminisés, les métiers du marketing, de la communication qui sont en train de se féminiser énormément, au détriment d'autres métiers du numérique, mais je pense que Guy en parlera plus tard, qui sont des métiers de faiseurs, de faiseuses, mais plutôt de faiseurs, où les métiers qui touchent au développement, à la création de ces applications et concrètement à la construction du monde de demain et comment est-ce qu'il va fonctionner, sont préemptés majoritairement par des hommes. Est-ce que c'était clair pour vous sur ce qu'est le genre et stéréotypes de genre? Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Est-ce que c'est facile de le faire? Ce sont des constructions puissantes, parfois violentes. Millénaires surtout. Millénaires. Des mythes, tu m'avais dit d'ailleurs, c'est le terme que tu as employé.
Est-ce qu'on peut arriver à lutter contre ça pour s'émanciper finalement de ces mythes et être plus libre ? Je crois que c'est ce qu'on fait toutes et tous autour de la table, effectivement. L'idéal est bien sûr de commencer le plus tôt possible, donc dès le plus jeune âge, avec notamment Women Up, donc l'association dont je suis présidente. On est dédié aux jeunes générations et donc en ce moment on a un projet qui est dédié aux adolescents, justement pour arriver à détecter où est-ce qu'aujourd'hui les stéréotypes de genre se forment chez les adolescents, puisqu'on est plein de préjugés sur l'impact de la télé-réalité, des réseaux sociaux, etc. Mais peut-être que c'est pas ça finalement. Et comment est-ce qu'on peut les déconstruire en fait le plus tôt possible ? Idéalement, il faudrait même commencer à l'âge primaire. Il y a plein d'études aussi que vous pouvez consulter, de Catherine Vidal notamment, qui montrent que dès même le bébé ou même la manière dont on parle au bébé quand il est dans le ventre, ça commence déjà à le conditionner et qu'on parle pas de la même manière à un bébé fille qu'un bébé garçon. Donc en fait tout ça a une incidence sur la manière dont on va se construire en fait en tant que femme et homme. Il y a une grande partie aussi des travaux de déconstruction qui sont aujourd'hui principalement menés dans tout ce qui est réseau féminin, réseau de mixité, qui sont en train d'inclure de plus en plus d'hommes et qui sont en fait effectivement des gros travaux de déconstruction à faire qui interviennent à mon sens un peu tard parce qu'on est effectivement dans de la réparation et qu'il faudrait faire peut-être un peu plus de prévention en amont. Mais en tout cas, je pense que vous allez entendre les autres initiatives autour de la table et on y participe toutes et tous activement. Oui, vous allez voir. Merci Céline pour ce point. Quand on parle digital, on parle beaucoup communication, publicité, ads. J'ai le plaisir de recevoir Christelle Delarue, qui a fondé la première agence de pub féministe en France. Comment tu as fondé cette boîte ? Quelle a été l'impulsion et quels sont les piliers de Mad & Woman ? Bonsoir à tous. Oui, j'ai créé la première agence de publicité féministe parce que la publicité est un secteur sexiste qui ne qualifie pas le genre pour ce qu'il aurait de plus beau à amener en termes d'inclusion et de diversité. J'ai subi des stéréotypes sexistes. J'ai dû me normer pour participer à cette industrie et j'ai été contre. Donc c'est un acte de rébellion, c'est un acte fort d'audace. Mais je pense que quand on est entrepreneur ou quand on a choisi aussi d'aller dans cette voie, on a besoin d'actes. Au départ, je ne me qualifiais pas féministe. Je pense que c'est au cours de l'évolution de ma carrière et des propositions qui ont été faites, qui m'ont été faites et des stéréotypes que j'ai subis, que cela a été à un moment donné comme un acte, un besoin de l'afficher. Néanmoins, j'étais déjà militante, j'étais déjà dans des associations, j'ai touché déjà du doigt le terrain, on va dire, pour voir que au-delà des études, la vie des femmes était en jeu et qu'on avait d'un côté le pouvoir économique, de l'autre côté la majorité, et qu'en fait on était sans arrêt en train de se battre pour nos droits. Et en tant que publicitaire, j'avais une responsabilité et il m'était impossible de continuer à 30 ans dans cette industrie-là. Donc j'ai décidé de faire un pas de côté, et un pas de côté qui coûte, parce que quand on quitte des grandes agences de publicité avec l'envie de monter un projet sociétal, en fait c'est contre le capitalisme presque. Or aujourd'hui, 6 ans après la démarche de l'agence, on revient à une démarche utilitaire, de responsabilité, parce que toutes les crises sont passées par là. C'est une agence qui œuvre pour les droits des femmes en proposant de nouveaux scénarios, de nouveaux archétypes. Est-ce qu'il existerait des stéréotypes positifs ? Est-ce que l'inclusion pourrait être une forme de narration créative ? Est-ce que nous pourrions être audacieux avec la créativité en pensant le monde de demain ? Évidemment, femmes, hommes, logique LGBT, queer, intersectionnel à l'intérieur. Donc tout ça, c'était des signaux faibles que les publicitaires ne voulaient pas entendre, et j'étais tout le temps en train de me battre en agence alors que j'avais un poste de direction générale adjointe dans un grand groupe. Et au bout d'un moment, l'adjointe en a eu ras-le-bol, et donc elle est partie. Voilà, les piliers de l'agence, c'est agir sur la communication externe, l'impact des images dans la société. Donc on s'identifie derrière un stéréotype, ça mentalise un scénario de domination ou de subordination. Les hommes sont à 87% des experts dans la pub, et les femmes sont 6 fois plus à poil. Voilà, donc en fait, il faut rééquilibrer les choses. Excuse-moi, est-ce qu'on peut juste attendre la fin du... Le deuxième angle, le deuxième pilier, c'est la communication interne et la promotion des femmes dans les entreprises. Donc si on agit bien en communication externe, on peut aussi être vecteur de transformation à l'interne. Donc
On voit apparaître aujourd'hui le femwashing ou le femvertising, on en reparlera peut-être, mais au moins c'est afficher et proclamer une posture qui inclut les femmes en communication externe et ensuite qu'elles puissent jouer à l'interne sur la marque employeur et la diversité interne dans les entreprises. Et le troisième niveau, quand on a bien fait les deux premiers, c'est d'agir pour les droits des femmes. Donc incuber des startups, incuber des associations, promouvoir aussi sur des logiques externes dans des écosystèmes qui ont lieu soit sur un impact local, national ou international, du mécénat sociétal. Donc ça, c'est un troisième pilier de l'agence. Depuis 6 ans que l'agence est créée, évidemment, on n'a pas uniquement agi sur la lutte des stéréotypes, on sait aussi transformer, on va dire, pour rééquilibrer aussi les industries, beaucoup de secteurs à l'interne aussi, parce que ça fait valeur de pilier de transformation indéniablement. Voilà. Merci. En fait, quand j'ai commencé à me renseigner, à rechercher un petit peu ce qui se pratiquait dans les grands groupes, on les voit, ils sont de plus en plus actifs, sur les sujets de mixité, de féminisme. L'Oréal fait partie de très très bons élèves. Il y en a d'autres, Procter & Gamble, il y a, je pense à Coca-Cola aussi, qui fait des choses, Dell aussi, fait beaucoup de choses. Je me suis posé la question de savoir si la motivation n'était pas juste purement mercantile. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. C'est une très bonne réflexion. Je pense qu'elle l'est, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Donc c'est intervient à 2 niveaux. Le premier, c'est de se dire on est en retard, parce que je le vaux bien de L'Oréal, ça a quand même donné une valeur sur la dimension de la perfection de la beauté pour les femmes. Donc en fait, ça a épuisé toutes les femmes du monde, je le vaux bien. Et en même temps, ça a vraiment inscrit le mythe de la putain, pour pas cacher le mot, qui est vraiment un mythe très compliqué pour les femmes, et notamment quand elles veulent dépasser les notions d'argent et de stéréotypes qui sont liés derrière cela pour entreprendre. Donc je pense qu'eux, ils sont allés un peu loin. Ils ont uniformisé un discours mondial très perfectible, parce qu'en fait, ils représentent que 3% de la population mondiale, c'est-à-dire des femmes blanches, taille 36, blondes. Voilà. Donc on a toutes couru après ça nous a toutes épuisées. Donc ils reviennent à quelque chose de plus sociétal, mais parce qu'ils ont été aussi attaqués, parce qu'il y a eu des crises sanitaires, parce qu'il y a des crises sociétales, et qu'aujourd'hui, la notion de responsabilité joue sur le pilier externe et le pilier interne de l'entreprise. Donc, ils manifestent un intérêt pour les femmes aussi parce qu'ils ont beaucoup de femmes à l'intérieur dans l'entreprise, et qu'elles ont aussi réussi à monter des échelons et à aussi participer à l'effort commercial. Ils reviennent à cela, tant mieux. Je dirais. Donc il faut toujours mesurer sur des cycles courts et des cycles longs ce qui se passe. C'est peut-être un avantage commercial, tant mieux. On sait aussi qu'une communication non stéréotypée génère un retour sur investissement de l'ordre de 26%. Donc en fait, ils ont fait des erreurs, ça a participé à un essor. Aujourd'hui, c'est plus la dimension sociétale qui est attendue. Les consommateurs sont à l'écoute, et en 2 tweets, on peut casser l'avenir d'une boîte aujourd'hui sur le marché boursier. Donc ils sont pas bêtes. Je pense. Maintenant, ils encouragent Women in Science, qui est plutôt très très bien et profitable. Est-ce que vraiment dans tous leurs produits, il y a des choses très saines et qui ne sont pas fabriquées par des petites filles avec des conditions de travail négligeables? Il faudrait le voir. Je pense que ces entreprises-là savent qu'elles ont tout intérêt à s'engager derrière un indice de progrès social et sociétal au-delà d'un indice de confort économique purement PIB. Voilà. Donc on participe à les bousculer quand on est militant, on participe à les bousculer quand on envoie des tweets, et puis du coup elles réagissent. Donc quand il y a des erreurs, il faut les réparer. Eux, c'était mondial, c'était pas forcément une erreur visible parce qu'on n'avait pas conscience de cela. Aujourd'hui, ça bouge, et tant mieux que ça puisse être commercial et économiquement viable, et qu'en même temps, ça amène d'autres choses. C'est conciliable ? C'est conciliable, bien sûr. Il faut penser économie. Il faut que les femmes puissent avoir leur pouvoir économique et qu'elles puissent dire comment elles veulent être représentées. Il faut que L'Oréal se mobilise pour les femmes et par les femmes, et non pas sur un stéréotype épuisant, tout simplement. Tu parlais tout à l'heure de femwashing. C'est un grand mot. Qui m'a beaucoup intéressé, et surtout ton point de vue m'a intéressé. J'aimerais bien que tu partages avec nous. C'est vaste. J'ai dû théoriser là-dessus à un moment parce que comme dans le green, en fait, il y a 10 ans,
le green est arrivé. D'un seul coup, on s'est dit ça pourrait être intéressant économiquement. En fait, c'était juste une évidence et très important que ces entreprises se mettent sur ce sujet-là. Et encore, on n'y est pas. Le femwashing, c'est la même chose. C'est utiliser le féminisme comme on utiliserait le green pour une utilité commerciale sans prendre en considération l'impact du green, le besoin du green et la nécessité de se réorganiser autour du green. Exactement de la même manière pour le féminisme. Donc, il y a une vidéo brute qui est sortie dimanche et j'en suis déjà épuisée du nombre d'insultes, de menaces, de cool, voilà, parce que c'est à chaque fois, c'est difficile. Je suis féministe, j'ai une agence de publicité féministe et dans mon industrie, c'est déjà difficile d'exister parce que, évidemment, j'attaque. Et lorsqu'il y a une vidéo comme ça qui sort sur le femwashing, évidemment, bon, il faut donner des exemples. J'ai donné l'exemple de Renault et j'ai donné l'exemple de Habitat. Donc Habitat, clairement, il sort sur la vague en utilisant des noms de prénoms de femmes et d'hommes à des produits. Et il y a un spot, pas possible, c'est un exemple, mais il y a un spot où l'assiette s'appelle Clara. Et il y a une dispute entre le mari et sa femme à table. Et on ne salit pas Clara, et Clara, c'est la maîtresse. Et donc, on ne salit pas Clara, c'est l'engagement qu'ils prennent. On ne salit pas les maîtresses. Sauf qu'en fait, ils sont encore en train de remettre des stéréotypes de la femme parfaite à la maison et la femme, la putain, à l'extérieur, avec celle avec qui on veut coucher. C'est très grave. C'est très grave parce que c'est des millions qui sont donnés dans la publicité. Et puis d'autres exemples. Donc, le femwashing, c'est l'envie des entreprises et des marques de mettre plus de femmes en avant. Jusqu'à des produits qui s'appellent des assiettes Clara. De mettre des femmes plus en avant, mais malheureusement de les utiliser à mauvais escient pour des fins uniquement commerciales sans prendre en considération le fait qu'il y a Clara, il y a Anissa et puis il y a plein d'autres femmes derrière. Donc du coup, c'est surfer sur cette tendance-là sans en apporter réellement une utilité sociétale, engagée et porteuse de sens. Donc on monte au créneau lorsque ça dérape. On n'est pas forcément apprécié pour ça, mais c'est pas grave, ça donne au moins une ligne de conduite et ça permet de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et puis soit c'est que ces annonceurs-là nous rappellent, soit en fait ils prendront leur temps à débriefer leur agence en temps voulu. Mais c'est une dynamique de name and shame qui est chère à Macron mais qui ne fait pas avec les entreprises qui ne valorisent pas l'égalité salariale. Voilà, ça vient des États-Unis, c'est compliqué à mettre en place, mais c'est important de garder une ligne de conduite sur ces notions-là parce que on peut mettre des femmes partout, mais en fait, ça ne va pas faire avancer la logique des stéréotypes si elles sont encore partout stéréotypées. En fait, tu dis que parfois tu es décrié, voire même... Dès que tu es féministe, ce que voire tu disais même avant, plus. c'est un gros mot. Moi, je ne pense pas que ce soit un gros mot. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est lourd de sens. Voilà, c'est lourd de sens. Et le problème, c'est que le sens, c'est précis et qu'on a tous une interprétation plus ou moins imprécise pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus célébratif qu'il y a quelques années. Il y a des t-shirts qui apparaissent où les femmes et les hommes peuvent être fiers de dire yes, women are heroes et pas heroes. Donc il y a un engouement qui est intéressant parce que ça permet aussi de donner une visibilité à ce que sont les femmes et donc du coup d'engager aussi. Les notions de sororité arrivent alors qu'avant on était toutes en compétition pour le regard de l'homme validant. Hein. Maintenant on est sœurs. Ces notions-là sont intéressantes et aussi dans une logique d'inclusion avec les hommes. Pourquoi la fraternité est érigée en devise nationale et la sororité ne l'a jamais été. Donc voilà, c'est une notion d'inclusion et c'est moteur d'action. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Je sais qu'il y en a un qui sort vraiment, qui est peut-être plus qu'en gestation d'ailleurs. C'est peut-être un peu... Production. Non, on intervient donc à l'interne, à l'externe et pour des actions de mécénat et d'incubation de start-up dédiées aux droits des femmes. Et là, on travaille pour la Caisse d'épargne. On travaille pour la Caisse d'épargne depuis 4 mois. Ils nous ont appelés directement en souhaitant participer à l'effort national pour que les femmes entrepreneurs et pas entrepreneuses, je préfère dire entrepreneurs, qu'on passe de 32 à 40%. Donc ça, c'est une donnée qu'Emmanuel Macron a sortie lors de son plan quinquennal. Il ambitionne à ce qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs.
Jusqu'ici, très bien. Maintenant, comment on fait? En fait, il faut de l'argent. Il faut former à peu près toutes les banques et toutes les banques régionales pour l'accueil des femmes qui désirent être entrepreneurs, parce qu'on sait très bien que être entrepreneur femme, c'est pas comme un entrepreneur homme, même si on veut l'égalité réelle à la fin, et entreprendre n'a pas de sexe, c'est une ambition très forte, mais dans la réalité des faits, quand vous allez voir un banquier et que vous demandez un prêt, en fait, on demande toujours beaucoup moins qu'un homme, on est toujours autocensuré, on a toujours une zone de légitimité qu'on n'arrive pas à dépasser, etc. Et ça, c'est pas normal. Donc pour lutter contre ça, on accompagne la Caisse d'épargne avec un programme sur 2 ans, avec un accord cadre sur le gouvernement, et la Caisse d'épargne va investir 10 milliards d'euros pour transformer l'accueil, les services, les preuves et la démarche de la Caisse d'épargne. Et pourquoi on peut le faire? Parce qu'on a analysé que la Caisse d'épargne, on a sorti des données sur l'histoire de la banque, et en fait, ils ont 84 ans d'avance sur la loi qui autorisait les femmes à avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Donc, partant d'un héritage sincère, on peut accompagner encore plus une donnée qui était une donnée économique d'investir auprès des femmes, qui aurait pu être passablement du femwashing s'il n'y avait pas derrière des preuves. Donc du coup, il va y avoir énormément d'événements, il va y avoir énormément de preuves, de produits que l'on produit, jusqu'à une carte bleue spécifique, l'année prochaine on espère, qui permettrait aux femmes d'investir avec leurs achats auprès de start-up qui sont montées par des femmes. Donc voilà, tout ça, ce sont des cercles vertueux, et c'est au-delà d'une marque, une transformation de logique d'entreprise envers les femmes. Merci. Tu parles d'entreprise, ça me fait une transition toute faite finalement. J'ai rencontré Guy il y a assez peu de temps finalement, et on a rapidement parlé entreprise, place de la femme dans les entreprises. Guy, vous êtes coprésident d'Open, du groupe Open. Vous êtes aussi ex-président du Syntec et cofondateur du hashtag Jamais sans elle, de l'association Jamais sans elle, avec Tatiana Salomon. Les femmes ont moins accès aux postes à responsabilité, elles sont souvent moins rémunérées. Avec votre expérience, on en est où de tout ça? C'est quoi la situation aujourd'hui en France? Bon, franchement, je peux m'exprimer sur ce sujet pour l'industrie du numérique. Je ne veux pas parler plus largement parce qu'il y a d'autres spécialistes. Enfin, sur l'industrie du numérique, bon, ça fait maintenant 35 ans que j'y suis. J'ai été 10 ans président du Syntec numérique, et en effet, on arrivait à une constatation qui était incroyable, tout à fait d'ailleurs inexplicable. C'est qu'il y avait 27% de femmes dans l'industrie du numérique. Et encore, je suis sympa quand je dis 27%, c'est que j'y inclus les fonctions transversales. Céline a très très bien expliqué tout ça, RH, marketing, etc. Et que si on se concentrait sur les fonctions, on va dire, techniques, de développeurs, de consulting, etc., on arrivait à aller entre 5 et 10%. Bon, de toute façon, pas plus tard qu'hier, je faisais une conférence dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIEA. Je cherchais les filles, il y avait 196 personnes, mais j'ai dit, mais où sont-elles? Donc c'est un vrai problème de notre pays, de notre humanité et de l'industrie du numérique en particulier, c'est que elles ne choisissent pas ces carrières. Donc à l'époque, j'avais créé une commission qui s'appelait Femmes du numérique, pour essayer d'étudier ça. On avait fait plein d'actions, on avait créé des trophées Excellencia, il s'agissait de financer les études d'informatique de jeunes filles. Je me rappelle, juste pour vous faire sourire, je raconte souvent cette anecdote, mais ça exprime tellement le problème, et ce que tu as d'ailleurs dit sur les stéréotypes. J'étais le parrain de l'EPITA, qui est une super école d'ingénieurs pour la promotion 2015. J'arrive, 280 étudiants. Où sont les filles? Il n'y en avait pas beaucoup, levez la main, il y en avait 14. Donc j'explique que je trouve ça tout à fait anormal. Et il y a une jeune fille qui vient me voir à la fin et qui me dit... Ah, vous savez, vous avez vraiment raison, parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire de l'informatique. Et quand je suis arrivé donc en terminale, il s'agissait pour moi de choisir ma voie pour faire de l'informatique. Je suis allé voir mon conseiller d'orientation. Je lui ai dit, voilà, je veux faire de l'informatique. Il dit, ah bah ça, c'est une super idée, fais un BTS de secrétariat.
Donc, à partir du moment où un conseiller d'orientation a ce niveau de stéréotype, on est mal barré pour avoir des filles en école d'ingénieur, ça c'est sûr. Bon, alors, je ne veux pas vous décourager, nous décourager, mais avec tout le travail qu'on a fait, mais je veux vous dire des efforts colossaux, et nous ne sommes pas les seuls, beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations, de ministres se sont beaucoup battus, les choses ne sont pas tellement améliorées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on refait la même étude, on va se retrouver à peu près la même chose. D'ailleurs, la preuve, on le voit dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est vraiment un sujet très, très grave. Alors, juste un point, parce que je veux vraiment contester cette affaire du genre, là, parce que vous vous rappelez qu'il y avait un mec de Google là, qui avait sorti une étude en disant c'est normal, les femmes, elles ne sont pas faites pour faire de l'informatique. Voilà. Bon, alors moi, parce que tu parlais de senior tout à l'heure, donc moi je suis un hyper senior, je faisais mes études dans les années 80, et à l'époque, dans mes études d'informatique, il y avait autant de filles, voire plus, que de garçons, et c'était vraiment pas un sujet. D'ailleurs, encore aujourd'hui, en Inde, en Indonésie, au Vietnam, en Amérique du Sud, ce sont des métiers féminisés. Donc ça n'a rien à voir avec le genre, c'est vraiment sociétal. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Alors par exemple, on a créé le coding à l'école primaire. On se disait, les petites filles, là, quand elles vont commencer à savoir coder à 7, 8 ans, 10 ans, quand elles vont arriver à 17, elles vont dire on va faire de l'informatique, ça va être naturel. Bon, mais là, pour mes stats, il va me falloir un peu de temps, parce que pour que ça change, on va attendre une petite vingtaine d'années, Donc c'est vraiment très, très embêtant. Et alors, je vais finir avec ça. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement embêtant dans mon secteur? Parce que c'est pas parce que je fais de l'informatique, mais c'est que, en effet, je crois que ça a été dit aussi, l'informatique aujourd'hui, c'est l'outil de création du nouveau monde. Voilà, on est en train de rentrer dans une nouvelle civilisation, et je pèse mes mots, il ne s'agit pas juste d'une vulgaire révolution industrielle, il s'agit vraiment d'une révolution humaine, de civilisation. Si les femmes ne sont pas impliquées dans les outils de cette transformation, c'est très simple, on va retrouver les mêmes biais que ce qu'il y avait dans l'ancien monde. Donc pour moi, il s'agit d'un enjeu absolu, c'est-à-dire que mobiliser les femmes pour qu'elles s'engagent, parce qu'il y a le côté... Bon, je vais vous dire, moi... Non, mais je partage tout ce que vous avez dit. Non, mais il y a un truc qui me gêne dans le féminisme. Moi, si on me demande, je vais dire que je suis féministe, moi. Vraiment. C'est bien. Oui, bien sûr. Oui. Le problème, je vais vous dire, j'ai fait des tables rondes où je me suis fait engueuler. Je pense à Mercedes Serra, par exemple, qui est une icône du féminisme, qui m'a expliqué « Non, tu n'es pas féministe, toi !» Tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué. Non, mais je ne m'adresse pas à vous. En plus, je suis même pas Voilà. Mercedes Non, c'est Mercedes Serra qui m'a engueulé. Pourquoi? Parce que... Oui, mais parce qu'elle a une conception, et c'est souvent vu comme ça, une conception du féminisme contre les hommes. C'est-à-dire c'est une guerre pour aller... Voilà, non, mais j'en suis sûr. Si, je peux répondre. Non, c'est très inclusif. Non, je vais finir, après je te laisse répondre. Et en plus... Oui, il y a une attaque. Non, pas du tout de toi. Et attention, tu vas me pas faire du woman rupting. Je plaisante, je vais te laisser la parole. Je vais juste finir mon propos. Nous, quand on a créé Jamais sans elle, c'est justement de dire que nous partagions ce combat. Et qu'il fallait absolument que les femmes aient une visibilité pour qu'elles puissent servir de rôle modèle pour que des jeunes filles puissent prendre des responsabilités. Ça a commencé avec le numérique, en disant si une jeune fille va choisir son orientation et que chaque fois qu'elle voit une table ronde, il n'y a que des hommes, elle va dire ce métier n'est pas pour moi. Donc c'est ça l'origine du mouvement Jamais sans elle. Et que donc, pour nous, il est très important de favoriser la visibilité des femmes et des rôles modèles. Parce que nous avons la conviction que ce combat féministe est un combat de civilisation dont les hommes vont bénéficier. Voilà, par exemple, quand on dit, alors les femmes, le problème qu'elles ont, c'est qu'il faut équilibrer la vie familiale et la vie professionnelle. Ça ne concerne que les femmes, ça? Moi, j'ai la conviction que les hommes aussi doivent pouvoir trouver un équilibre
dans leur boulot et leur vie familiale. Donc ce combat pseudo-féminin n'est pas réservé aux femmes. Il faut qu'on s'engage avec elles pour améliorer la société. Et pour moi, le numérique, et je crois que c'était le thème de la table ronde, le numérique offre cette opportunité, parce que là, on va casser les codes historiques habituels de tout ce que l'on connaît depuis, j'allais dire, des millénaires. Voilà. Et je ne t'ai surtout pas mise en cause, hein, vraiment, hein, pas du tout, parce que j'ai partagé tout ce que tu as dit. Hein. Très bien, alors oui. Je pense qu'il y a autant de féminisme qu'il y a de femmes, et je suis ravie de savoir que vous êtes féministe aussi. Donc voilà, c'est juste que c'est une notion d'inclusion, le féminisme aujourd'hui. C'est un mot qui évolue. Il est chargé de beaucoup de sens. Il a été vu comme punitif pendant des années. Donc peut-être vous avez été heurté par des femmes qui avaient un féminisme contre le masculin. Je pense que c'est aussi un levier pour parvenir à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Bravo. Et pour ramener ma culture 2 secondes, quitte à faire des études en sociologie du genre, donc ça serve, il y a effectivement un sujet sur le féminisme et sur la réappropriation des luttes. C'est pour ça qu'il y a certaines féministes qui considèrent que des hommes ne peuvent pas être féministes, dans le sens où ce sont des luttes qui doivent être menées par les femmes. Mais aujourd'hui, on est effectivement à un stade qui est un petit peu plus avancé et beaucoup plus inclusif envers les hommes. Toujours est-il que certaines préfèrent appeler les hommes des alliés du féminisme plutôt que des féministes en eux-mêmes. Mais encore une fois, il y a autant de féminisme que de femmes et d'hommes. Merci. Quand j'entends féminisme, en fait, j'entends inclusion, j'entends diversité, j'entends travail tous ensemble, collectif. Et c'est en rencontrant Carole, qui a fondé The Big Factory et qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Je la fais culturelle. Je vais te laisser nous en parler, mais je vais aussi te laisser parler de ce que tu as lancé il y a très très peu de temps, qui s'appelle Me and You Too, qui est une application pour mesurer la diversité dans les entreprises. Alors donc, bonsoir. Tout ce qui... En fait, j'ai plus rien à dire, parce que tout ce qui a été dit là, j'avais envie de le dire, donc j'ai plus rien à dire. J'ai d'abord commencé, en fait, moi aussi j'ai fait de la sociologie du genre dans une époque où le genre ça n'existait pas, en fait, en 1998. Et j'ai évidemment beaucoup appris et j'ai été beaucoup heurtée par les inégalités. Et j'ai eu envie, dans ma vie, après être passée par la publicité, ça m'a aussi bien boosté, j'ai eu envie de fonder mon entreprise, et c'est ce que j'ai fait en 2007, qui s'appelle Connecting Women, qui œuvrait sur la mixité dans l'entreprise. Dans ce cadre-là, on avait créé un événement qui s'appelle le Forum de la mixité, qui a eu lieu pendant 6 années et qui réunissait les grandes entreprises sur ces sujets-là. Il y avait des benchmarks, des conférences. C'était vraiment très très chouette et assez motivant, je trouve. Et d'ailleurs, on avait créé une conférence sur le sexisme, et il y avait personne, aucune entreprise ne voulait sponsoriser cette conférence. Personne. C'était une époque où le mot sexisme était intolérable pour l'entreprise, certainement de même que le mot féminisme. Et donc personne ne voulait sponsoriser. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, et c'est tant mieux. Merci Harvey Weinstein, ou Weinstein, je ne sais jamais comment on dit, mais merci à lui. Parce que c'est vrai que ça a quand même bien lancé le débat. Voilà. Donc j'ai quitté Connecting Women, j'ai cédé mes parts et j'ai eu envie de fonder The Big Factory, qui travaille sur la transformation culturelle des entreprises. Et la transformation culturelle, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe notamment par la diversité, sachant qu'évidemment c'est un facteur de performance et d'innovation. Et ça passe par le digital, et ça passe par tout ce qui consiste à transformer les collaborateurs en personnes plus adultes, plus autonomes, moins managées, moins gérées, moins contrôlées, moins surveillées. Et donc on travaille sur l'agilité, la créativité, l'innovation, et globalement donc sur la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est ma deuxième entreprise. Et comme je m'ennuyais, j'en ai créé une troisième il y a 1 mois et demi, qui s'appelle Me and You Too. Et c'est parti de... Moi, je travaille en open collaboration, donc dans mon entreprise, je suis la seule associée.
Et c'est très bien comme ça. En revanche, je travaille avec énormément de gens, j'ai un écosystème, et je crois que de plus en plus d'entreprises travaillent comme ça, et je crois que Jessica travaille beaucoup comme ça aussi. Il n'y a rien de plus attachant que la liberté qu'on offre à l'autre, et ça fonctionne de manière assez vertueuse. Quoi qu'il en soit, j'ai malgré tout fait une petite entorse à mon règlement personnel, et en rencontrant une experte formidable qui s'appelle Inès d'Auvergne, qui est spécialiste des questions justement aussi de diversité, de sexisme, de stéréotypes. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai une super idée, il faut absolument qu'on crée une application pour mesurer la diversité dans l'entreprise, mais qui ne soit pas un baromètre ou une étude classique avec plein de statistiques, mais qui soit un outil de prise de conscience individuelle. Et donc, on a créé Me and You Too, qui est une application, enfin une web app. Ici, il y a des spécialistes, donc je ne vais pas dire application parce que ce n'en est pas une. C'est une web app, ça s'ouvre sur tous les devices, tous les supports. Et on a créé 2 versions. On a créé une version grand public, donc tout le monde peut la faire, c'est gratuit, accessible à tous. Et on a créé une version entreprise. Il y a un business model. C'est pas parce qu'on parle des femmes qu'il n'y a pas d'argent derrière. J'y tiens beaucoup parce que c'est vrai que dès qu'on parle des sujets femmes, mixité, tout ça, on se dit tiens, c'est une grande cause, c'est sympa votre assos. Non, c'est un business aussi. Et il ne faut pas en avoir honte, au contraire, il faut le porter. C'est aussi ça, je pense, être féministe. Et du coup, cette application, c'est un questionnaire auquel vous répondez, avec des mises en situation, qui vous fait prendre conscience assez vite que vous avez forcément des stéréotypes, comme nous tous. De toute façon, on vit avec, c'est normal, c'est pour aller plus vite dans nos échanges, dans la vie de tous les jours. Malgré tout, dans l'entreprise, ça peut avoir des conséquences qui sont très importantes. Et puis ça aussi évidemment permet l'autocensure, notamment des femmes, mais aussi des hommes. C'est une application qu'on a voulu inclusive, puisque les femmes sont victimes de sexisme, mais les hommes aussi sont victimes de sexisme, et les femmes sont aussi auteurs de sexisme. Donc c'est important d'avoir ce débat-là justement sur l'inclusion. Moi-même je suis féministe, je trouve qu'il est évidemment fondamental d'intégrer les hommes, sinon on ne va pas trop avancer. En revanche, voilà, c'est vrai que 80% aujourd'hui des cas, des victimes sont des femmes. En tout cas, les personnes qui se déclarent victimes de sexisme sont des femmes. Un jour, on parlera, et ce sera là la grande révolution, des hommes victimes de sexisme et qu'ils le disent. Là, on se dira, waouh, on a bien avancé. Parce que les hommes ne veulent pas dire, a priori, qu'ils sont victimes de sexisme, parce que c'est trop dévirilisant. Donc, le jour où on aura dépassé ce débat-là aussi, ce sera assez intéressant. Dans cette application, en tout cas, voilà, il y a des mises en situation et vous réalisez que vous ne savez pas qu'embrasser un collègue ou une collègue dans le cou, par surprise, c'est une agression sexuelle en fait. Ouais, on ne le sait pas, mais c'est pas autorisé, c'est illégal. On ne sait pas qu'on ne peut pas avoir une aventure avec une stagiaire après un after work, 4 obus par exemple, ça c'est pas possible non plus. Il y a pas mal de choses qu'on ignore et qu'on apprend avec cette application de manière très simple, en 10 minutes. Et voilà, je suis super contente d'avoir monté cet outil. Je ne l'ai pas développé avec mes petites mains, même si je suis geek, parce que c'est quand même un peu compliqué. Et je n'ai pas du tout fait d'études là-dessus. D'ailleurs, moi, j'ai appris à me servir d'un ordinateur complètement par hasard, en mentant. Donc, j'ai été prise dans un poste. On m'a dit, c'est bon, l'ordinateur, Excel. J'ai été assistante dans ma vie. Donc, Excel, PowerPoint, Word, tout ça. Je dis, super, à fond. Je ne savais pas me servir d'un ordinateur. Et aujourd'hui, je fais des sites internet et je suis passionnée par tout ce monde-là. Quand j'étais chez Connect Human, on a accompagné le relancement du prix Femmes Ingénieurs qui s'est appelé donc le Trophée Excellencia. Donc c'est vraiment un univers qui m'intéresse beaucoup et évidemment les femmes ont toute leur place dans cet univers, même si elles ont beaucoup de mal à s'y faire. Et c'est vrai que comme le disait Alexandre, c'est super, il y a plein de femmes dans le marketing digital, hein, mais c'est du marketing avant d'être digital. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé, comme disait Guy, malheureusement on en est encore super loin. Il y a beaucoup de raisons qui sont liées à beaucoup de choses, notamment la culture, l'éducation, la télé, les dessins animés, enfin c'est tellement vaste, c'est tellement vaste qu'on ne sait pas par quel bout commencer. En fait, on a des explications, mais il n'y en a pas qu'une, et il faudrait agir partout. Et on se bat tous, ici dans la salle, et nous, pour essayer de faire avancer les choses, mais des fois c'est vrai que c'est un peu fatigant. Et surtout quand on entend des choses vraiment chiantes à entendre, super machistes, on a envie de dire, mais réveillez-vous. Mais voilà, c'est une histoire de méconnaissance, c'est pas non plus toujours grave. D'ailleurs, dans le sexisme, il y a du sexisme ordinaire, qui est un sexisme de l'ignorance en fait. Souvent, on ne sait pas, ou bienveillant effectivement. Mais souvent, on ne sait pas qu'on est en train de faire du sexisme et que ça peut porter à préjudice, ça peut blesser, ça peut heurter. Et je pense pour le coup que les hommes ne demandent, enfin, je l'espère en tout cas, mais c'est ce que je ressens, qu'à apprendre. Qu'à utiliser ton application. Oui.
Allez-y, elle est gratuite, alors il n'y a pas de problème. Sauf si vous êtes une entreprise, bien évidemment. C'est gentil. Mais c'est vrai que les écoles, justement, peuvent utiliser, c'est pour ça qu'on a créé une version grand public. Pour nous, c'est quand même un sujet qui doit être absolument partagé par tous. Donc il fallait que ce soit possible. Voilà, et puis tout ce qui a été dit, j'ai eu envie de réagir à peu près 403 fois, mais j'ai pas pu. Donc j'ai évidemment pas noté tout ce que je voulais dire au moment où ça a été dit. Je partage, je connais ton entreprise, alors évidemment de nom, parce qu'on est dans un univers où voilà, on est toutes très proches, on se connaît tous au bout d'un moment, hein, on se voit dans tes conférences, c'est souvent un peu les mêmes, malheureusement, mais quand même la jeune génération arrive. Et c'est vrai que c'est... Moi je suis assez optimiste en fait. C'est compliqué, mais je suis assez optimiste parce qu'on fait des conférences comme ça, parce que Jérôme vient nous voir pour nous dire bah voilà, j'aimerais faire un truc là-dessus, parce qu'on a geeké ici, parce qu'on a des jeunes générations, parce que dans la pub ça bouge. Donc je suis assez optimiste, mais je sais que ce sera très très long. Mais il ne faut jamais lâcher, jamais. Parce que la culture dominante, elle est quand même blanche, masculine, je sais pas, 45 ans. Et donc, c'est la culture dominante de nos sociétés européennes et occidentales. Il ne faut pas lâcher, quoi. Et c'est vrai que les hommes ont aujourd'hui beaucoup plus envie de nous accompagner, ils ont envie de faire partie de tout ça. Tout à l'heure, Guy parlait en fait, de la parentalité. Vous n'avez pas prononcé le mot, mais il est là. Les hommes sont parents aussi. Les jeunes générations et grands-parents, bien sûr. Les grands-parents, mais c'est vrai. Donc, les pères ont envie d'être plus investis. Maintenant, bon, c'est pas un monde parfait, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ça se recale vite quand même dans voilà, la maman, le papa travaille, la maman prend un congé mat, ça dure 1 an, 2 ans, un peu plus longtemps, finalement je m'arrête. Il y a beaucoup de sujets comme ça, y compris dans les jeunes générations. Donc très vite, on est rattrapé. Donc voilà, je voudrais dire tellement de choses, mais j'ai pas le temps là. Donc voilà. C'est intéressant, mais en fait, c'est un... Ne rien lâcher, ah oui, non, tout à fait. Mais je rejoins ce que disait Guy tout à l'heure sur le fait que les hommes ont un rôle à jouer. Je rebondis sur ce que disait, c'est qu'ils ont même plus qu'un rôle à jouer, c'est qu'il faut faire les choses main dans la main. Enfin, on n'a pas le choix pour faire avancer les choses. Parce que, et là je reviens à ces mythes qu'on a ancrés en nous, il faut déconstruire tout ça. C'est mon avis en tout cas. Les hommes aujourd'hui sont en train de comprendre qu'ils ont, comme le disait Guy aussi, tout intérêt. Quand les femmes bougent, les hommes bougent aussi. Donc ce qui est bon pour nous est bon pour eux. On vit ensemble. Donc forcément que c'est profitable à tout le monde. On est dans un monde qui va de toute façon, et là c'est aussi mon côté optimiste, dans ce sens-là. On va dans le sens du bien-être, on va dans le sens de l'égalité, on va dans le sens de la diversité. On comprend que c'est facteur d'innovation, on comprend que c'est facteur de performance. Donc tant qu'il y a un modèle en plus économique derrière, ça peut marcher. C'est-à-dire que quand aujourd'hui les entreprises font du femwashing ou je ne sais quoi, moi je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je me dis tant mieux qu'ils le fassent, qu'ils se gamellent, qu'on en parle. Quand les entreprises, on me disait oui, alors le forum de la mixité sponsorisé par telle boîte, franchement, est-ce que c'est pas un petit peu de la communication? Mais je m'en fous. Tant mieux. Je veux dire, ils sont obligés. C'est-à-dire qu'ils font de la com, ça veut dire qu'ils s'engagent quelque part. Alors en interne, après, on leur dit ouais, bon, alors vous avez fait ça, mais chez nous, il se passe quoi? Ah oui, c'est vrai, on a oublié de faire ça. Bah oui. Donc il se passe quelque chose. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les entreprises qui ne font rien du tout, qui sont nulle part et qui ne font rien. Et qui pour autant brassent des millions, ont des salariés, etc., du sexisme, du harcèlement, tout ce qu'on veut, et qui ne font rien. Communiquer, c'est quand même faire quelque chose, et c'est un engagement. Enfin, bon, c'est mon avis. Hein. Je sais pas, t'en penses quoi? Non, je pense que c'est un premier pas. C'est un premier pas. Un premier pas, après... Non, mais le problème, c'est que c'est pas eux qui communiquent, c'est leurs agences qui communiquent derrière. Donc, ils ont plein de politiques de diversité, ils sont à fond, et après, ils font une pub de merde, hyper stéréotypée, où et là, moi, je pense à ces pauvres personnes qui travaillent toute l'année, payées pour ça, et qui sont à fond sur la diversité, qui se retrouvent avec une publicité qui va à l'inverse, à l'encontre de tout ce qu'elles ont dit. Mais c'est terrible. Quand la communication ça n'a pas de sens. Deviendra une communication sociétale. Oui, mais aujourd'hui, on a une autre chance, c'est que le monde va vers le client. Voilà. On est dans le client, on est tous clients d'entreprise, on est salariés, on est client interne de l'entreprise, et donc on va dans ce sens-là. Du coup, la com interne, la com externe, tout va se rejoindre. Et c'est super, on est tous heureux. Les entreprises qui s'engagent, ça connaît un petit peu Céline, puisque tu as fondé Genders Busters il y a maintenant 1 an, c'est ça? Un petit peu moins. Tu accompagnes les entreprises dans les derniers kilomètres vers la mixité.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement et puis de la façon dont les choses bougent, en fait? Oui, alors effectivement, j'ai fondé Genderbusters avec un positionnement très particulier sur la mixité des métiers et sur tout ce qui concerne la marque employeur et en fait tout ce qui se passe en interne. Donc typiquement, Christelle parlait tout à l'heure de communication externe et interne. Moi, je me suis vraiment focalisée sur ce sujet de mixité des métiers puisqu'il n'y a que 17% des métiers qui sont mixtes en France. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de travail. Dans le numérique, il y a une énorme priorité en ce moment, mais pas que. Et en fait, ce positionnement a été choisi parce que j'étais un peu fatiguée des réseaux féminins que j'ai pu côtoyer pendant toute mon expérience associative qui dure encore aujourd'hui, où effectivement on se battait énormément contre l'autocensure, où on travaillait avec les femmes pour arriver à leur faire gagner en confiance, etc. Ce qui est un travail qui est extrêmement nécessaire, puisque c'est vrai que dans tous les problèmes de mixité de plafond de verre, il y a la partie, on va dire, les freins qui sont endogènes et les freins qui sont exogènes. Mais à un moment donné, je commençais à être fatiguée qu'on dise en permanence aux femmes que, en fait, si elles n'ont pas le salaire qu'elles méritent et si elles n'ont pas le poste qu'elles veulent, c'est que c'est un peu de leur faute quand même. Et surtout que c'est un coût qu'elles payent, elles, puisque toutes ces formations-là, elles ne sont pas gratuites. Donc on fait peser en plus économiquement sur les femmes le fait de devoir se remettre entre guillemets à niveau alors que ça fait partie d'un héritage culturel. Donc moi j'ai voulu faire passer cette responsabilité sur les entreprises et donc c'est pour ça que je travaille avec elles sur tous les sujets de marque employeur et notamment de recrutement. Donc il y a différents piliers, puisque moi aussi je viens du monde de la pub et des médias. Quand on parle de métiers genrés, je crois que là on est pas mal. Et en fait, je me suis rendu compte que s'il y avait encore des problématiques de mixité, et notamment, pour prendre l'exemple du numérique, des problématiques de filles qui ne veulent pas aller dans les métiers de l'informatique, ça ne tient qu'à des croyances limitantes et à des représentations qu'il faut arriver à faire changer. Le meilleur moyen de faire ça, c'est par de la communication. Donc il y a plusieurs piliers effectivement avec lesquels je travaille avec les entreprises, dont un qui est vraiment dédié au recrutement et à la marque employeur et qui les amène en fait à changer leur discours pour être plus attractives auprès des jeunes filles, notamment parce que c'est le sujet prioritaire, ça marche aussi auprès des jeunes garçons. Mais concrètement, je considère et je leur fais comprendre que c'est de leur responsabilité d'arriver à mieux communiquer sur leur métier, notamment auprès des écoles du supérieur, pour qu'ensuite ces écoles du supérieur puissent mieux communiquer auprès des conseillers d'orientation qui vont aiguiller ces jeunes filles et ces jeunes garçons vers différents métiers, et que tout ceci fait partie d'un vrai travail de communication qui est à mener. Et qu'on ne s'adresse pas évidemment de la même manière à une jeune fille de 14 ans qu'on essaie de faire venir dans un métier, qu'à une jeune fille qui sort d'une école d'ingénieur qu'on essaie de faire venir dans sa boîte, qu'à une femme qui est dans la boîte depuis un certain temps et qu'on essaie d'aller propulser vers d'autres types de carrières. Donc on travaille effectivement avec ce point de vue qui est un petit peu très conseil, très audit sur qu'est-ce qui se passe dans la boîte, vous en êtes où aujourd'hui au niveau de la mixité, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout travailler sur les attentes de ces cibles. Concrètement aujourd'hui, comment est-ce que vous parlez à des jeunes filles de 22 ans qui hésitent entre deux typologies de carrière et comment est-ce que vous faites en sorte de les attirer dans votre entreprise. Donc ça c'est une première partie, et ensuite toute une première partie qui est plus dédiée à de la formation, à de l'accompagnement, à effectivement des ateliers. On va travailler sur des sujets de communication non sexiste, puisque au final c'est bien mignon que moi j'arrive et que je leur fasse toute leur com, mais si ça se reproduit l'année d'après, c'est super pour mon chiffre d'affaires, mais l'idée c'est qu'à terme ça se fasse tout seul. Donc il y a toute une partie de formation de ces personnes-là et surtout de formation à l'inclusion. Parce qu'il y a une étude notamment qui est sortie il n'y a pas très longtemps par la Fondation des femmes qui a montré que dans les métiers masculinisés, même les jeunes femmes qui sont dans des métiers masculinisés sont rappelées 22% de moins que les mecs. Donc en fait, ça veut dire que ça ne suffit pas simplement de dire aux filles allez dans les métiers masculinisés, on vous attend, la porte vous est ouverte. Pas du tout, au final on garde ces stéréotypes-là et que tant que les entreprises ne seront pas prêtes à accueillir d'autres typologies de candidatures, d'autres typologies de personnes, en l'occurrence des femmes, on ne pourra pas garantir un univers qui soit vraiment inclusif. Et ce qui se passe en fait en ce moment autour de la diversité, même si c'est un peu en train de bouger, c'est que on est plutôt dans une logique d'adaptation et d'adaptabilité où on va demander aux femmes de s'adapter à l'univers très tech et dev, par exemple, où elles vont atterrir, ou très mécanique, etc. Et on ne va pas du tout prendre en compte, au final, leurs différences à elles pour arriver à créer une vraie culture de l'inclusion. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on travaille avec Genderbusters. C'est très axé sur l'interne et sur une vraie responsabilité à prendre par les entreprises. Et effectivement, ça permet de constater qu'il y a des entreprises qui sont très en avance par rapport à d'autres et qui sont très alignées sur ce qu'elles font.
Moi, je me suis engagée personnellement à effectivement ne pas travailler avec des entreprises qui font du femwashing. Alors moi, je parle de gender washing, mais j'aime beaucoup femwashing, c'est pas mal. Parce que ça me pose problème en fait de ne pas être alignée entre juste faire de la com pour faire de la com. Tu pourrais les aider. Bien sûr. On travaille là-dessus, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait une vraie volonté qui soit portée à l'échelle de l'entreprise de manière vraiment très RSE, on va dire. Et c'est un parti pris, mais j'ai eu la chance de tomber sur des entreprises qui effectivement sont à différents niveaux et qui ont différents sujets sur lesquels elles ont besoin d'accompagnement. Voilà. Je vais te redonner le micro dans un instant. Il y a un élément qui est central. C'est dommage, on n'a pas Starter qui est présent ce soir, qui œuvre énormément pour mettre en avant des rôles modèles accessibles. On en a beaucoup discuté ensemble quand on s'est vu. Tu parles d'entreprise, moi entrepreneur. Tu parles de mythe d'entrepreneur. On a des Zuckerberg, on a des Elon Musk. Quelles sont les femmes aujourd'hui auxquelles les femmes peuvent s'identifier et est-ce que ces rôles modèles sont pas toujours trop iconiques finalement? T'as Christelle Delarue, t'as Céline Partout, t'as Caroline Dupont, voilà, c'est bon. C'est bien, c'est pas que Non, mais effectivement, pour resituer le contexte dans lequel on a parlé de ça, c'est qu'en fait, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat quand on s'est vu d'entrepreneuriat dans le digital. Et ce que je racontais, c'est qu'effectivement, notamment dans tout cet écosystème startup, c'est développé quand même un espèce de mythe de l'entrepreneur qui a quitté ses études en cours de route pour monter sa startup dans son garage, qui a tout lâché du jour au lendemain, qui a une idée de génie, qui est un peu atypique, etc. Donc tous les modèles qu'on a en tête de Steve Jobs à Zuckerberg, en fait, c'est à peu près ça. Et on s'est rendu compte que, en travaillant moi un petit peu plus sur ces sujets d'entrepreneuriat des femmes, qu'au final, ce modèle un peu du self-made man entrepreneur dans son garage, il n'existe pas du tout du côté des femmes. Au contraire, on a plutôt des modèles qui sont un peu des modèles de perfection, parfois un peu inatteignables, typiquement Sheryl Sandberg et compagnie. Donc ça crée en fait effectivement une mythologie de l'entrepreneur qui était aussi à déconstruire, et qu'on retrouve quand même dans pas mal d'incubateurs. Pour Station F, pour ne pas les citer, typiquement ils ont construit ça comme un garage, quoi. Donc il y a effectivement cet esprit-là qui entretient aussi des stéréotypes un petit peu masculins de l'entrepreneuriat qui sont à déconstruire. Mais je crois que ces dernières années, en tout cas sur les femmes entrepreneurs, on a quand même une émergence de beaucoup de rôles modèles. Qui à mon sens ne sont pas assez diverses, parce qu'effectivement même si on se parle de couleurs, etc., même si on se parle d'études, les rôles modèles féminins sont quand même souvent des bonnes élèves qui ont fait des grandes écoles, qui sont très diplômés, et de toute façon on le voit statistiquement dans les études. Donc en termes d'identification, je pense que c'est encore pas assez divers et que ça reste compliqué. Voilà. Merci Céline. Je vais rebondir sur les rôles modèles. En fait, moi, je travaille dans une start-up au sein de Willa, où on est accueillis ce soir. En fait, moi, des rôles modèles, j'en vois tous les jours, clairement. Je rebondis sur ce que tu disais. Je vois que j'ai Jordan qui... Ah oui, tu irradies. Non, mais t'en fais partie, vraiment. En plus, enfin, je le dirai jamais assez, que ce soit Jordan ou Géraldine, ce sont des modèles, et en fait j'en vois tous les jours. Je vais laisser juste la parole à Flore, si tu veux bien juste venir nous dire deux mots. Flore qui est directrice des programmes chez Willa. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la naissance de Willa? C'était il y a 12 ans maintenant, 13 ans. Et puis nous expliquer un peu comment vous accompagnez chez Willa ces femmes qui souhaitent entreprendre. Oui, bien sûr. Donc, Jérôme n'a pas choisi cet endroit pour rien. Donc, on est chez Willa. On est un incubateur de start-up. Donc, on accompagne des femmes entrepreneurs à se lancer. Donc, ça reprend un peu tout ce que vous avez dit. On s'est créé il y a un peu plus de 13 ans maintenant. Et en fait, ce sont des femmes entrepreneurs qui, à l'époque, il n'y avait que 5% de femmes à la tête de start-up. Donc,
rien du tout. Et il n'y avait absolument aucune structure d'accompagnement en 2005. Donc elles se sont regroupées. Donc au début, c'était plus une sorte de collectif d'entraide entre elles. Et puis petit à petit, ça s'est structuré. De plus en plus de femmes avaient besoin de se sentir accompagnées. Aujourd'hui, il n'y a que 10% de femmes à la tête de start-up. Il y a encore du travail à faire, le double, donc ça progresse petit à petit. À Paris, on est un peu mieux puisqu'on est à 21%, mais c'est encore trop peu. Donc nous, vraiment, notre ambition, c'est d'être à 50%. Pour reprendre aussi un peu tout ce qui a été dit, on prône la mixité, on prône l'inclusion, parce qu'on sait que d'être juste entre femmes, ça ne va pas changer forcément les choses suffisamment et suffisamment vite. Donc, Jérôme en est l'incarnation. Ici, on a à peu près 50% d'hommes et de femmes. Et on les accompagne à travers différents programmes. On est très early stage. Et alors, au début, on s'appelait Paris Pionnière. Donc, on était différentes structures. Donc, vous avez Paris Pionnière. On l'a été pendant 13 ans. On a voulu aussi changer de nom, du coup, Willa. Parce qu'on veut partir de Paris. C'est bien d'aider les femmes entrepreneurs à Paris, mais il y a aussi des choses à faire en région. Il y a aussi des choses à faire à l'international. Et pionnière, on voulait aussi accélérer. On a été pionnière pendant 13 ans. Maintenant, il faut qu'on change le rythme. Donc Willa, pour vous expliquer juste le nom, c'est Will, l'idée du futur, devenir, et A pour la touche féminine. Donc c'est la volonté conjuguée au féminin. Et le prisme du coup des projets qu'on accompagne, toujours une femme dans l'équipe dirigeante, avec un pouvoir de décision, pas simplement une responsable communication à qui on a filé 2% du capital comme ça. Donc un pouvoir de décision d'une femme dans l'équipe dirigeante. Innovation au sens large, ça peut être une innovation technique, une innovation de business model, d'organisation. Et puis start-up, donc nous on cherche la scalabilité dans les modèles. Et donc pour reprendre un peu tout ce qui a été dit aussi, il y a beaucoup de biais, tout ce qui est le manque de rôle modèle, le plafond de verre, le manque de confiance en soi. Moi quand je suis arrivée ici, je m'étais dit j'ai envie d'accompagner des startups, hommes ou femmes, tout le monde a besoin d'être accompagné. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des clichés et qu'on vit au quotidien. Donc il y a des barrières aussi, il y a des leviers à mettre en place et faire tomber les barrières et se dire en fait, on est tous capables, et hommes et femmes ensemble, on peut créer des boîtes et créer de l'innovation. Merci Flore. Merci. Il y a au fur et à mesure de mes recherches, il y a une phrase qui est revenue assez souvent. C'est « Est-ce qu'on a les moyens de se passer de 50% de la population mondiale ?» Je vais revenir vers Guy. Aujourd'hui, dans le numérique particulièrement, on observe une véritable pénurie des talents. Cette pénurie, elle est de plus en plus sclérosante pour les boîtes. On cherche. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, parce que cette phrase-là, un peu galvaudée, là, parce qu'on peut se passer de 50% des talents. Bon, ok. En tout cas, dans le numérique, ça a du sens, puisque, en fait, il y a un déficit absolument colossal de ressources, puisque, juste pour vous donner quelques chiffres, il y a des études, l'OPIEC, qui est l'organisme du Syntec, qui vient d'être faite, où on anticipe 262 000 créations de postes à un horizon de 10 ans. Donc 26 000 par an. Et encore, on parle de l'industrie du numérique. Si on y ajoute nos clients, etc., on peut presque doubler. Donc allez, on va dire au moins 30 000 développeurs, développeuses chaque année dont on a besoin. Il y a 40 000 élèves ingénieurs qui sortent chaque année, 16% qui font de l'informatique, ça fait 6 400. Donc déjà, on démarre avec 25 000 en déficit chaque année. C'est pour ça qu'après, on se les arrache. Et qu'une société comme Groupe Open, on est 4 000, eh bien, on pourrait avoir aujourd'hui 1 000 développeurs, développeuses, eh bien, on aurait du boulot pour elles. C'est quand même un gâchis absolument colossal. Donc, se disant qu'il n'y a que 5 à 10% de femmes, si on avait 50% de femmes, ça serait un apport absolument fantastique dans les talents dont tu parlais. Donc c'est un gâchis énorme, d'abord pour notre pays, nos entreprises, mais aussi pour les femmes elles-mêmes, parce qu'elles
elles se privent d'un certain nombre de carrières qui sont plutôt bien payées, sur lesquelles il y a un boulot fou à réaliser, et puis des métiers passionnants pour changer le monde. Et alors, bon, souvent j'interpelle comme ça, mais bon, c'est vraiment, je crois que ça a un sens ce que je dis arrêtez de faire médecine. Voilà, c'est-à-dire que la voie royale maintenant pour les jeunes filles brillantes, bac S, mention très bien, 19 en maths, etc. Allez, il faut faire médecine. Alors on se retrouve à 3000 par fac, on va en prendre 250. Il reste 2750 qui vont faire un peu n'importe quoi. Et franchement, il faut arriver à expliquer qu'il y a d'autres voies qui sont aussi intéressantes. Mais c'est un problème aussi à nous, parce qu'il faut qu'on développe l'attractivité de ces métiers. Parce que jusqu'à présent, grâce aux start-up, ça a un peu bougé. Grâce au numérique, ça a un peu bougé. Mais encore il y a quelques années, l'informatique n'était pas très attractive. Alors moi, j'étais, vous savez, dans ces... moi, je raconte des anecdotes, là. Chez les parents d'élèves. Alors j'avais mon fils qui était en terminale. Vous savez, il y a les carrefours des métiers. Alors c'était au lycée Carnot, et donc on m'a demandé tu veux pas faire l'informatique? Je dis bah oui, bon, je vais venir. Alors donc il y avait un truc informatique, et au bout d'une heure, j'avais personne. J'ai eu un garçon qui est venu me voir parce qu'il avait des problèmes avec son ordinateur. Et à côté, il y avait médecine et je me rappelle à l'époque, c'était la fonction publique, mais c'était une émeute pour aller avoir des informations. Il paraît que ça a changé maintenant. J'espère. Qu'est-ce qu'on fait justement? Comment on agit? Alors c'était très bien dit aussi. Je crois que d'abord, en effet, il faut qu'on fasse des efforts de communication pour rendre sexy nos métiers, pour tout le monde. D'ailleurs, jeunes filles ou jeunes hommes, il faut développer l'attractivité. Et puis, il faut démystifier. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu pour ça. Vous savez, cette option ISN au bac, informatique et sciences du numérique, que grâce à Blanquer, maintenant, on peut dire à la fin, il y a du coding à l'école depuis l'école primaire. Et moi, je pense que ça, c'est la chose la plus terre-à-terre qui soit. Ça portera ses fruits. Il faut attendre 10 ans, 20 ans. Mais ça va porter ses fruits parce qu'on va complètement démystifier ces métiers et on va avoir des jeunes filles ou même des garçons qui vont se dire finalement, pourquoi pas faire de l'informatique. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même pas tout à fait le cas. Vous voyez l'ambiance du dîner familial à quelques mois du bac. Alors, Charlotte, qu'est-ce que tu comptes faire ? Vous avez peu de chances que Charlotte dise « Tiens, je vais être ingénieur en informatique ». Tout le monde serait étonné. Voilà. Donc, il faut que tout ça change. Il y a quelque chose à faire avec tout l'environnement, les parents, les profs, les inspecteurs, les conseillers d'orientation, tout l'environnement social pour un peu démystifier ces métiers et les rendre plus attractifs. Mais il faudrait que les gens qui en parlent aussi soient aussi des femmes et qu'elles viennent nous raconter. Et alors là, il y en a encore moins qui sont capables aujourd'hui d'aller dans les écoles. Non, il y en a plein qui sont capables. Il y en a plein, des milliers. Mais non, est-ce qu'il y en a plein qui veulent bien le faire? C'est-à-dire une autre question. Oui, non, parce que non, mais il y a aussi ce problème-là. Vous savez, moi, je discute souvent avec des journalistes qui animent, parce que je m'engueule avec eux, qui animent des émissions de radio. Et alors, souvent, il n'y a que des hommes. Et donc moi, je dis, je ne viens pas. Donc à chaque fois, on revient au jamais sans elle. Et ils me disent, tu sais, quand j'invite une femme, souvent, elle me dit non. Ça arrive souvent, parce qu'on va parler d'intelligence artificielle. Vous prenez n'importe quel mec qui n'y connaît rien, vous l'invitez à une émission de radio, il va vous dire « Ah bah oui, bien sûr, je suis un spécialiste d'intelligence artificielle ». Une femme va vous dire « Je ne veux pas faire de généralité, mais ça arrive assez souvent que la femme va dire « Ah non, mais attends, moi, l'intelligence artificielle, j'en ai pas fait assez, je ne peux pas en parler. » Et donc, il y a une difficulté pour avoir une visibilité. Moi, je le vois sur les tables rondes, puisqu'on se bagarre en permanence pour faire venir des femmes, où on a aussi ces difficultés. Alors le comble, c'est quand on arrive à en avoir une, et que donc on accepte d'aller à la table ronde, puisqu'il y a au moins une femme, et puis on arrive, et puis au dernier moment, elle dit « Non, j'ai eu un problème ».
Et je vais conclure parce qu'il faut qu'on prenne l'espace public et l'espace médiatique, chacune, à côté des hommes, bien entendu. Moi, j'ai une anecdote qui était... non, mais j'ai une anecdote qui était est-ce que je vais à une matinale de radio? Moi, j'ai pas fait assez, je suis pas assez douée, je pense que c'est pas mon sujet, puis je suis pas préparée, puis je sais pas parler, etc., etc. Donc j'avais rendez-vous chez Bourdin pour les inégalités salariales, une énorme campagne qu'on mettait en place. Et en fait, évidemment, la veille, j'ai dit j'ai mal au bide, quoi. Truc classique, je peux pas, j'ai mal au bide, j'y arrive pas, j'ai pas assez bossé, puis le mec est dur, enfin tout est arrivé alors que je m'étais préparée comme jamais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un challenge, de toute façon, on se prépare et puis le prochain, c'est juste qu'on avance. Et la journaliste a été incroyable. Et c'est elle qui m'a donné une clé, comme on en a toutes, on s'en donne toutes après. Je l'ai appelée, je lui ai dit non, vraiment, je suis pas... J'ai vraiment ma voix qui était pas recevable parce qu'en fait, c'était faux. Et elle m'a dit vous avez peur? J'ai dit oui. Elle m'a dit c'est normal, ça fait peur. Mais en fait, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour toutes les autres femmes. Et ce jour-là, je savais qu'arriver avec les cheveux qui n'étaient pas bons, pas bien coiffés, arriver en étant fatiguée, arriver avec peut-être avoir travaillé 60% et pas 100% du sujet, ce n'était pas grave, parce qu'en fait, j'allais donner envie à d'autres femmes de potentiellement se lancer, et aussi parce que j'étais pas parfaite, ça allait permettre à certaines femmes de se dire « Ok, c'est cool, en fait, on peut y aller à d'autres manières. » Donc voilà. Et alors sur les interventions en école, je veux juste rajouter, il y a une association qui s'appelle Elle Bouge, qui effectivement contacte pas mal de femmes qui sont sur des métiers scientifiques, techniques, etc. pour leur proposer d'intervenir dans les collèges et dans les lycées. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et effectivement, sur les prises de parole en public, il y a aujourd'hui beaucoup d'annuaires d'expertes aussi qui sont sortis et qui permettent justement de répertorier des femmes qui sont prêtes à venir prendre la parole et qu'il faudrait que les organisateurs d'événements et autres médias sollicitent un petit peu plus souvent. Très bien, moi je suis ultra preneur. On a quand même 1200 étudiants qui démarrent en formation parce que quand on les prend trop tôt, femmes ou hommes, de toute façon, j'ai quand même compris que c'était pas très simple d'expliquer quel était le métier qu'on allait faire demain. C'est rare qu'on rencontre quelqu'un qui est avant bac plus 2 ou bac plus 3 qui sait réellement ce qu'il a envie de faire. C'est très rare. C'est pas plus de 20%, il faut être honnête aussi là-dessus. Donc ce qui est important, c'est d'acculturer, de donner des messages, d'expliquer pourquoi, comment. On a 1200 étudiants qui rentrent en première année et on leur fait un parcours qui est spécifique justement pour leur expliquer tout ce qui est possible de faire, y compris dans la technologie. Des femmes qui veulent aller faire aujourd'hui des métiers encore plus techniques, il n'y en a même pas 5%. Et on a beau aller leur expliquer, etc. Donc il y a aussi d'autres problématiques auxquelles je serais ravi d'avoir des solutions. Alors je vois qu'il y a des changements puisque j'ai à peu près géré 500 ou 600 thèses depuis que l'école existe. Et c'est la première qui traite de ce sujet. Donc merci Jérôme d'avoir travaillé ce sujet déjà. C'est la première, donc c'est un vrai changement. La première. Je n'ai jamais eu un sujet de thèse sur ce sujet. Et j'osais pas le dire, mais par un homme aussi. Donc merci Jérôme de nous avoir offert cette opportunité. On est tous preneurs et au sein des écoles, celles que je représente et plein d'autres, pour venir expliquer et donner des solutions parce que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plein de gens qui parlent, etc., qui nous expliquent que c'est possible, que ça serait bien. Moi, je connais des centaines d'entreprises qui me disent « je veux des femmes en développeur, je veux des femmes en développeur ». Et je leur dis « oui, j'aimerais bien t'en fournir, j'aimerais bien en former, mais j'en trouve pas ». Et c'est très difficile en première année, en deuxième année, de leur dire « allez faire ce métier ». Comme vous l'avez parfaitement expliqué, c'est un métier passionnant et c'est un métier qui va aussi bien à un homme qu'à une femme, voire peut-être mieux à une femme aujourd'hui, parce qu'on en demande. Quand on a été chez 42 aussi aux États-Unis ou en France, il n'y a quasiment pas de filles non plus. Et là, c'est gratuit, donc c'est pas un problème d'argent. Hein. C'est gratuit, l'école 42. Mais personne ne postule à ça. Donc, Help, si vous avez des idées, nous on a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes, venez nous aider parce que franchement, c'est pas si simple que ça en fait. Hein. L'idée, on est tous d'accord, on partage, je pense, le même constat. Maintenant, ce qui est plus important, c'est de trouver des vraies solutions. Si vous en avez, on est ultra preneurs. Je vais juste rebondir sur cette affaire d'école 42 parce que c'est un très bon exemple. En effet, il y a très très peu de filles là-bas et pour cause. Alors, il n'y a pas de vestiaire femmes. Quand les jeunes filles arrivent, elles trouvent des photos porno sur leur ordinateur. Bref, on est dans le vestiaire de rugby, quoi. Hein. Et donc, c'est très important que ça change. Mais ils ont fait un truc fantastique. Ils ont recruté Sophie Vigier, donc qui est l'ancienne directrice de la Web Academy,
et là, qui est une des administratrices de Jamais sans elle d'ailleurs, et qui, elle, va changer ça, puisqu'elle a tout de suite commencé en changeant tous ces a priori. Et donc, il faut que ça change aussi. Et là, je veux bien parler de la responsabilité des hommes, hein, parce que là aussi, il faut que l'accueil, qu'il y ait, je sais pas, une façon de pouvoir cohabiter ensemble quand on fait nos études. Et quand on arrive dans une école, il y a 400 mecs et il y a 4 filles, bon, on est mal barré, ça c'est sûr. Merci. Je vais conclure. C'était un sujet passionnant, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet urgent. Enfin, moi je trouve. C'est pour ça que c'est peut-être la première thèse, mais enfin, c'est dingue, quoi. Enfin, on a tout à gagner à travailler sur ces sujets-là tous ensemble. Et je ne vais pas faire une conclusion trop longue parce qu'on a déjà beaucoup parlé. On a parlé de beaucoup de sujets parce qu'en fait le sujet est global. Donc on pourrait encore parler de plein de choses, du rapport à l'argent, de plein de choses. Et je vous remercie. Il y en a qui sont absents, qui n'ont pas pu venir, mais je vous remercie toutes et tous de m'avoir accordé du temps énormément, et ça va plaire à Alexandre, de bienveillance. C'est le grand hashtag de MBA MCI. Il y a énormément de bienveillance dans ce milieu-là. C'est absolument génial et moi j'ai besoin de bienveillance. Voilà. Merci encore à tous.